extraterrestre. Et si je vous disais que vous, moi, que nous tous, nous venons de l'espace? Ça paraît bizarre et c'est vrai pourtant. Nous sommes des extraterrestres. Tout ce qui a pu jadis faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui est arrivé des étoiles. Nous vivons dans un petit recoin de l'univers. Voici notre quartier, le système solaire, et en son centre, le Soleil. Et à seulement 150 millions de kilomètres de lui, notre chez nous, la Terre. Une planète étonnante. Le seul endroit que nous connaissons dans tout l'univers où les conditions sont réunies pour que la vie s'épanouisse. L'air pour respirer, des mers et des océans riches, notre planète est vivante. Mais le plus remarquable, c'est qu'elle ne le devrait pas. La vie sur Terre ne devrait même pas exister. Alors d'où est venu tout ça, au fond? Moi, vous, cette planète où nous sommes, et même notre Soleil, c'est une énigme, car au départ, rien de tout ça n'était là. Je m'explique. C'est à ce moment-là que tout a commencé, le Big Bang. C'était parti. Le Big Bang avait créé l'univers, mais cet univers ne contenait qu'un immense nuage d'hydrogène. Comment quelque chose d'aussi informe a-t-il créé notre monde? Et nous a-t-il créé, nous? L'odyssée menant d'un nuage d'hydrogène aux éléments fondamentaux de la vie est extraordinaire. Le calcium de mes os, l'oxygène que nous respirons, d'où viennent-ils? Tout a commencé au moment où l'univers a donné naissance aux étoiles. Pendant des millions d'années, l'univers tout entier n'est resté qu'un simple et immense nuage d'hydrogène. Mais à l'intérieur de celui-ci, il se passait une chose stupéfiante. Les ondes de choc du Big Bang se répercutaient à travers le nuage, le faisant gonfler. D'énormes tourbillons d'hydrogène se formèrent, aspirant de plus en plus le nuage qui les avait engendrés, et se mirent à tourner de plus en plus vite, à se concentrer pour créer d'immenses boules de gaz. Et en tournant sur elles-mêmes, ces sphères énormes s'échauffèrent jusqu'au moment qui allait métamorphoser l'univers à jamais. Les premières étoiles venaient de naître. Mais à elles seules, elles n'expliquent pas notre présence. Qu'est-ce qui les a transformées en êtres humains ? Sous le désert d'Arizona se trouve un appareil qui va peut-être nous donner la réponse. Lawrence Krauss est physicien, mais il ne se rend pas dans un laboratoire. Il descend dans un silo de missiles. C'est la seule technologie qui nous permet, pour l'instant, de comprendre ce qui se passe au cœur d'une étoile. C'est l'arme la plus destructrice de notre planète.
Voici la puissance d'une bombache. Ce même hydrogène qui alimente le feu de toutes les étoiles de l'univers. Je me trouve sur le portique, près du sommet d'un missile balistique intercontinental, une immense fusée conçue pour propulser à sa pointe extrême une petite charge utile contenant l'engin le plus explosif inventé par l'homme. La quantité d'hydrogène contenue dans une bombache est minuscule, à peine de quoi remplir un ballon de baudruche, mais l'énergie qu'elle peut libérer est phénoménale. C'est cette même énergie qui assure la lumière des étoiles. Tout cela à partir de l'explosion d'un simple petit ballon. La boule d'hydrogène d'une étoile fait, elle, 1,5 million de kilomètres de diamètre. Une étoile libère chaque seconde la puissance de plusieurs millions de bombaches. Mais elle est loin d'être destructrice. Au cœur de chaque étoile se déroule un extraordinaire processus de création. Je suis au pied du silo et je regarde l'engin thermonucléaire à 30 mètres au-dessus de moi. S'il explosait, en un instant, moi et tout ce qui se trouve dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres seraient vaporisés. Mais au même instant, tous les éléments de l'univers seraient créés, comme à l'intérieur des étoiles où l'hydrogène fusionne pour former de l'hélium, qui fusionne pour former du carbone, puis de l'azote, de l'oxygène, du silicium, du fer. Donc tout ce qui est autour de moi, le moindre atome, s'est trouvé un jour à l'intérieur d'une étoile. L'univers a commencé avec l'hydrogène. Puis l'hydrogène a créé les étoiles. Et ce sont elles qui ont créé les éléments nécessaires à la vie. L'oxygène de l'air, le calcium de nos os. Tout cela est venu des étoiles. Mais comment? Si tout a été créé là-haut, comment cela a-t-il créé notre monde? Comment imaginer que tous les éléments composant la Terre et tous les êtres vivants ont été créés à l'intérieur des étoiles? Chaque étoile est une gigantesque usine qui pétrit des milliards et des milliards de tonnes d'éléments chimiques, qui ne servent pourtant pas à grand monde tant qu'ils sont à l'intérieur. Mais heureusement pour nous, les étoiles ne sont pas éternelles car de temps en temps, elles explosent. Incroyable mais vrai, des étoiles entières peuvent exploser en 1000 morceaux. Pour comprendre pourquoi, revenons en arrière, aux derniers instants de la vie d'une étoile, juste au moment où elle va se détruire. Voici une étoile morte il y a plusieurs milliards d'années. Elle est gigantesque. Sa vie a été violente et brève. Mais c'est sa mort qui a rendu notre vie possible. Vous allez assister à l'un des événements les plus violents et les plus merveilleux du cosmos. L'étoile est à court d'hydrogène. Les feux nucléaires qui brûlaient en elle depuis des millions d'années viennent de s'éteindre. En se refroidissant, elle se rétrécit,
et commence à s'effondrer sous l'effet de son propre poids. Elle se recroqueville complètement sur elle-même et explose. Tout est fini en un millième de seconde. C'est ce qu'on appelle une supernova, une explosion si brillante qu'elle éclipse des galaxies entières. Des milliards de tonnes de matériaux stellaires sont projetés dans l'espace. Ainsi, quand vous voyez une supernova, vous assistez à un instant de création. Ces images, captées par nos télescopes les plus puissants, nous montrent les vestiges de ces événements ultraviolents. D'immenses nuages de matériaux stellaires traversent l'espace. C'est un des panoramas les plus époustouflants de l'univers. Mais il y a une énigme sur ces images. C'est peut-être l'origine de la vie, mais ça n'est qu'un nuage. Qu'est-ce qui peut le transformer en pierre ou en eau? Qu'est-ce qui peut le changer en matière vivante? Nous commençons à placer les pièces du puzzle. Nous avons reconstitué tout le processus depuis la mort d'une étoile jusqu'à la création de nouveaux mondes. Il a fallu utiliser les télescopes les plus puissants et des centaines de scientifiques ont cherché patiemment pendant des années. Parmi eux, Bob Kirshner. On l'appelle le parrain des supernovas. Il y a une supernova brillante, disons, une fois tous les 100 ans dans notre galaxie. Il faut donc de la chance pour en voir une. En 1987, l'assiduité des astronomes finit par payer. Pour la première fois, ils parviennent à assister à ce moment de destruction, l'explosion d'une étoile, une supernova, dans une galaxie voisine. Voici la supernova 1987A. On voit des débris d'étoiles après l'explosion. Les éléments lourds, les nouveaux, ceux susceptibles de créer une nouvelle planète, sont dans ce petit point au milieu. C'est la nouveauté. Et puis, au fil de dizaines de milliers d'années, tous ces débris provenant de la supernova vont se mélanger au gaz interstellaire. C'est ce mélange qui va se contracter sous l'effet de la gravité et former de nouvelles étoiles, de nouveaux systèmes solaires, de nouvelles planètes. En prenant un caillou, vous prenez un morceau de l'univers qui s'est formé il y a 5 à 7 milliards d'années. Le silicium, les parties brillantes de ce quartz, a été fabriqué au cœur d'étoiles massives, puis propulsé dans le milieu interstellaire. Et ça ne concerne pas que ce caillou, mais tout ce que vous voyez sur Terre autour de vous. Ici en Arizona, on voit de magnifiques montagnes qui sont toutes formées d'éléments fabriqués il y a très longtemps par des générations d'étoiles qui ont explosé il y a 5 à 7 milliards d'années. Au bout de centaines de milliers d'années, d'innombrables supernovas se sont répandues et interpénétrées. Et voici ce qu'elles sont devenues. D'immenses nuages à base de notre hydrogène, celui du début, mélangés à des morceaux d'étoiles mortes depuis longtemps. Une pouponnière d'étoiles,
l'endroit où naissent les étoiles et les planètes. Voici la nébuleuse de l'Aigle, un vaste nuage de débris. Les restes d'une ancienne explosion. En son cœur, des étoiles et des myriades de mondes se créent. Ces nuages interstellaires sont immenses. Chacun de ces points lumineux est une étoile, dont beaucoup sont bien plus grosses que notre Soleil. C'est dans un endroit comme celui-ci qu'est né notre système solaire. Tous les ingrédients nécessaires à la création de tout s'y trouvent. Il leur faut simplement un peu de temps pour se rencontrer. C'est une danse qui dure des millions d'années. Elle débute quand les gaz et la poussière commencent à former des amalgames microscopiques et se termine par un nouveau monde. À mesure que ces paquets grossissent, ils se collent les uns aux autres pour former des paquets de plus en plus gros et de plus en plus lourds, et qui tournent les uns autour des autres. Et au centre de tous, un immense nuage de gaz et de poussière se forme. Une masse de matière tourbillonnante qui aspire tout, qui devient de plus en plus grosse et de plus en plus chaude jusqu'au moment où une nouvelle génération d'étoiles est née. Et celle-ci, c'est notre Soleil. Les gaz et la poussière qui restent sont éjectés et il n'y a plus que les planètes. Elles ne cessent de grandir. Des petits bouts de roche s'abattent sur elles pendant encore des millions d'années supplémentaires. Et quand c'est fini, un nouveau monde est né, le nôtre, la Terre. C'est donc ainsi qu'elle est apparue. Mais et nous alors? Par la suite, l'eau et l'atmosphère sont arrivées. Mais une chose manquait, la vie. La vie aurait pu naître dans de petites mares ou dans la mer. Mais il y a une autre possibilité. La vie a très bien pu naître dans une région reculée de l'univers et arriver sur le dos d'une comète jusqu'à notre planète. C'est sans doute la théorie la plus audacieuse. Certains scientifiques pensent que la vie sur Terre est apparue si rapidement qu'elle est peut-être venue d'ailleurs. Les comètes, ces blocs de glace de plusieurs kilomètres de diamètre, détiennent peut-être la réponse. Si des formes de vie simples ont survécu à l'intérieur, c'est peut-être ainsi que la vie a essaimé dans l'univers. Si cette théorie est exacte, vous allez assister à l'apparition de la vie sur Terre. Fonçant à travers l'espace, une comète se précipite vers la Terre. Les conditions y sont parfaites, mer riche et atmosphère. Il ne manque plus que l'étincelle.
s'écrasant sur Terre, nos ancêtres extraterrestres sont dispersés aux 4 coins du globe. Notre planète autrefois sans vie vient d'être transformée à jamais. Tout ce qui a fait notre monde et nous-mêmes est venu des étoiles il y a des milliers de millions d'années. Alors la prochaine fois qu'on vous demandera d'où vous venez, répondez ceci. Eh bien, je viens de l'espace. J'ai été créé au cœur d'une étoile. Il y a des milliards et des milliards d'étoiles là-haut, des millions et des millions de planètes, et elles existent depuis 13 milliards d'années. Si la vie a pu apparaître sur Terre, elle a certainement pu s'installer ailleurs. Existe-t-il quelque part des formes de vie étranges, ou sommes-nous vraiment seuls dans l'immensité du cosmos? Les scientifiques commencent à découvrir de nouveaux mondes dans l'espace. Des endroits où nous rencontrerons peut-être un jour des formes de vie extraterrestres. Combien de temps devrons-nous donc attendre la réponse à la question que nous nous posons tous? Y a-t-il des extraterrestres? Observez les étoiles. Chacune d'elles est un soleil comme le nôtre, et notre soleil a une Terre. Est-ce vraiment la seule planète à héberger la vie? Partons en voyage. Allons plus loin. Au-delà de notre soleil, loin dans l'espace. Voici Mars. Froide et inhospitalière. Ensuite, c'est Jupiter, une immense boule de gaz dépourvue de vie. Puis une autre géante gazeuse, Saturne. Puis Uranus, Neptune, etc. Toutes les autres planètes de notre système solaire sont des mondes désertiques, dépourvus de vie. Mais au-delà de notre système solaire, il y a d'autres étoiles. Et n'oubliez pas que ce sont toutes des soleils. Il y en a 400 millions, rien que dans cet immense nuage en rotation, la Voie lactée, notre galaxie. Et une fois sortis de notre galaxie, vous commencez à cerner l'immensité de l'univers, car tous ces points sont des galaxies, comme la nôtre. Et voici des nuages de galaxies. Est-il possible que dans cette immensité, la seule planète dotée d'une forme de vie intelligente soit la nôtre? If there are intelligent beings up there trying to contact us, then their messages will be picked up here, probably before anywhere else on Earth. But to hear the voices of the planets, you need a big ear. And this is the biggest ear on Earth. Depuis les années 70, des scientifiques travaillent pour savoir si, oui ou non, nous sommes seuls. Leur mission, observer chaque étoile en quête d'une vie extraterrestre. C'est le programme SETI, la recherche d'une vie extraterrestre intelligente. Un programme qui se poursuit encore aujourd'hui. Après sa première décennie d'activité, SETI ne donnait aucun résultat. Mais tout changea en 1979. Un ordinateur du SETI détecta exactement ce qu'il cherchait. Un signal radio extrêmement puissant en provenance d'une étoile.
Était-ce le signal d'une vie intelligente extraterrestre? Nous ne le saurons sans doute jamais. Le temps que l'on règle d'autres instruments sur lui, le signal avait disparu et demeure inexpliqué. Le problème, c'est que notre galaxie est vraiment immense. Nous, on est ici. Là, c'est le Soleil, et voici la zone explorée à ce jour en quête de signaux extraterrestres. Ça paraît déjà pas mal. Jusqu'à ce qu'on découvre combien d'étoiles il va falloir explorer. Avec une telle quantité d'étoiles, on pourrait penser que chercher des extraterrestres, c'est mission impossible. Mais cette quête n'est peut-être pas vaine. Nous commençons à découvrir les endroits où ils pourraient vivre. Hawaï. C'est au-dessus des nuages de l'île que se trouve le plus grand télescope terrestre. Les scientifiques viennent ici chercher quelque chose que, jusqu'à une date récente, ils tenaient pour impossible. La preuve que des planètes sont en orbite autour d'étoiles lointaines. Quel objet voulez-vous observer? On va continuer sur 93-31. D'accord, je m'aligne. Paré pour l'exposition. Ça tourne. Au premier coup d'œil, la tâche semble insurmontable. Trouver une planète autour d'une étoile revient à détecter un grain de sable sur la Lune. Mais il y a une astuce. Pas la peine de chercher la planète, il suffit d'observer l'étoile. Jeff Marcy appartient à une nouvelle race de scientifiques, celle des chasseurs de planètes. Si une planète orbite autour d'une étoile, au télescope, on ne la verra jamais, perdue dans l'éclat de son étoile. En fait, on regarde l'étoile proprement dite pour voir si elle oscille dans l'espace. C'est comme un lanceur de marteau. Quand l'athlète fait tourner cette lourde masse autour de sa tête, il oscille, attiré par le marteau. Même si vous ne pouvez pas voir le marteau, vous pouvez dire que le lanceur tient une masse importante au bout de sa corde. On peut donc apprendre beaucoup de choses sur la planète qui tourne autour d'une étoile, rien qu'en regardant l'étoile elle-même. L'idée de détecter une planète grâce à la minuscule oscillation qu'elle provoque sur son Soleil est surprenante. Pas étonnant donc que le succès ait été long à venir. Nous avons commencé à chercher une planète en 1986. Et pendant 9 ans, on a fait chou blanc. Puis en 1995, on a trouvé. Et aujourd'hui, on les trouve à un tel rythme qu'on n'arrive pas à suivre. Chaque mois, on en trouve 2 ou 3. On a l'impression qu'on doit les avaler à toute vitesse pour prétendre qu'on suit le rythme. Et c'est faux. Il ne fait aucun doute qu'il existe des centaines de milliards de planètes, rien que dans la Voie lactée, susceptibles d'accueillir la vie. Les astronomes découvrent des mondes extraterrestres les uns après les autres. Mais l'espoir de dénicher des petits hommes verts s'évanouit rapidement. Tous les mondes découverts sont dénués de vie. Ce sont des géantes gazeuses, des planètes sans surface solide où la vie pourrait s'installer, et la plupart sont si proches de leur soleil que la chaleur y serait mortelle.
Pour découvrir des mondes susceptibles d'héberger des extraterrestres, il faut une approche résolument différente. Celle-ci, par exemple, pourquoi pas? Une flotte de télescopes orbitaux à guidage laser volant en formation. Chacun d'eux est beaucoup plus puissant que le télescope spatial Hubble. À leur lancement, en 2025, ils ne chercheront plus l'oscillation insaisissable d'une étoile, mais observeront la planète directement. Ils analyseront son atmosphère et pourront peut-être même nous dire s'il y a de la vie dessus. Un jour, nous pourrons scruter l'espace et pourquoi pas y découvrir des mondes similaires aux nôtres. Notre planète dispose de tout ce qui est nécessaire à la vie. L'air, l'eau, la lumière du soleil, si on a de la chance. C'est l'idéal pour nous. Mais qui dit que ces conditions conviendraient également à une vie extraterrestre? Et si elle n'avait pas besoin de soleil ou d'air pour exister? À quelques 3000 mètres de profondeur, cet océan est ce que nous pouvons imaginer de plus hostile. Il y a là une source chaude. La température dépasse ici les 100 degrés. L'obscurité est complète et la pression peut réduire un homme en bouillie. Ces créatures devraient, au sens premier du terme, être cuites. Mais elles sont là, et bien là. Alors, si la vie peut s'épanouir ici, pourquoi pas ailleurs? La quête de nouvelles formes de vie a conduit les scientifiques dans les zones les plus hostiles qui soient. Cette grotte est le vestige d'une éruption volcanique gigantesque qui s'est déroulée il y a plusieurs millions d'années. C'est un tunnel de lave, une rigole abandonnée par une rivière de roches en fusion et stérilisée par la chaleur. Quand la roche s'est solidifiée, le tube a été coupé du monde. Il n'y a rien pour vivre, pas de lumière solaire, que de la roche. C'est véritablement un autre monde. Penny Boston est passée maître dans l'art de dénicher la vie là où elle ne devrait pas exister. La chose la plus importante quand on cherche de la vie sur une autre planète, c'est de rester le plus imaginatif possible et de ne pas travailler avec des idées préconçues, car on ne sait jamais ce qu'on peut trouver. On ne peut que s'appuyer sur nos hypothèses qui s'inspirent de ce qu'on trouve sur Terre. S'il y a de la vie ici, elle logera dans des conditions qualifiées jusqu'alors d'impossibles. Et si la vie peut se développer dans des conditions impossibles sur Terre, pourquoi ne le ferait-elle pas sur d'autres planètes? Et voici le premier endroit où chercher, Mars. Comme dans notre grotte, il n'y a pas beaucoup de place pour la vie ici. Pas beaucoup d'eau ni d'air, que de la roche. Mais les roches martiennes dissimulent peut-être la même merveille que celle de notre planète? Le miracle de la vie? C'est génial. Regarde comme ça se rétrécit là. C'est un hématode?
La découverte de Penny dans cette grotte augmente le pourcentage de chances de trouver de la vie sur Mars. Et s'il y en a là-bas, il peut très bien y en avoir sur d'autres planètes. Si nous trouvons de la vie sur Mars, nos chances d'en trouver au-delà de cette planète, ailleurs dans l'univers, augmenteront énormément. 2 planètes du même système solaire abriteraient la vie. Ça signifierait que la vie est un phénomène assez commun dans l'univers. Mais où chercher après Mars? Voici le meilleur candidat pour abriter une vie extraterrestre dans notre système solaire. C'est un des 16 satellites de Jupiter, Europe. Il paraît minuscule à côté de Jupiter, mais est presque aussi volumineux que notre Terre. Un monde de glace dont la surface est gelée à moins 150 degrés. Toute vie semble impossible ici. Un projet vise pourtant à faire atterrir une sonde sur Europe. Et s'il aboutit, les scientifiques espèrent découvrir quelque chose d'étonnant. Sous le manteau de glace d'Europe s'étend un océan. Qu'allons-nous y trouver? Les scientifiques sont convaincus que la sonde va découvrir des sources profondes, comme celle de la Terre. Abrite-t-elle la vie? Si c'est le cas, nous aurons de grandes chances de rencontrer la vie n'importe où dans l'univers. Mais ça ne fait que susciter d'autres questions. Où sont-ils et pourquoi ne nous ont-ils pas contactés? Après tout, depuis plus de 50 ans, on fait beaucoup de bruit. En effet, nos émissions radio ne touchent pas seulement nos foyers, elles se répandent aussi dans l'espace. I, George Walker Bush, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. L'histoire de la Terre se diffuse dans tout l'univers. Donc, si les extraterrestres existent, ils doivent déjà savoir que nous sommes là. Mais même à la radio, il faut des années pour atteindre les étoiles. Nos émissions radio sont suffisamment puissantes pour voyager dans l'espace depuis une 50aine d'années. Malgré ça, elles n'ont atteint que les étoiles les plus proches. Pour le reste de l'espace, notre planète est totalement silencieuse. Un jour, avec l'expansion de cette bulle de radio, quelqu'un entendra peut-être notre présence. Mais quand? Et que se passera-t-il alors? L'immensité de la galaxie, voilà le problème. Si les extraterrestres existent, ils peuvent vivre là-bas, à l'opposé de la Terre. Il faudra à nos émissions radio et télé
Environ 100 000 ans pour les atteindre, et nous n'émettons que depuis une cinquantaine d'années seulement. Toute la question est, où vit E.T.? Les signaux de notre planète n'ont atteint qu'une poignée d'étoiles dans notre galaxie, mais c'est peut-être suffisant. Cette étoile reçoit nos toutes premières émissions. Donc si E.T. vit sur une planète du coin, peut-être vient-il seulement d'apprendre notre existence. Et s'il nous répond, son message mettra lui aussi une cinquantaine d'années à nous parvenir. Nous risquons donc d'attendre un bon moment avant de découvrir que nous ne sommes pas seuls. À moins bien sûr qu'ils aient un truc dans ce genre. Des êtres intelligents venant d'un autre monde. À quoi ressembleront-ils? Sans doute à rien de ce que nous avons imaginé. Pour l'heure, nous ne pouvons que spéculer. Mais notre quête continue, et un jour peut-être, nous trouverons. Après la vie extraterrestre, notre voyage dans l'espace posera demain une autre question, celle de la survie de notre planète. Car face aux nombreux dangers galactiques qui y menacent, il lui en faudra de la chance à cette bonne vieille Terre. Collision avec un astéroïde, réchauffement intensif dû au rapprochement du Soleil, engloutissement par des trous noirs. On vous donne tous les détails demain.